Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes le temps que tout le monde puisse se connecter et nous allons commencer à 9h02, 9h03. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes avant de débuter et je me permets de parler de temps en temps afin que tous s'assurent que votre son fonctionne bien et que vous nous entendez bien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous nous entendez bien. Nous allons encore patienter quelques instants. N'hésitez pas, vous avez également un chat à votre disposition pour des questions ou des interrogations techniques éventuelles avant de débuter. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce webinaire. Je vous propose d'attendre encore une dernière minute puisque je vois que certaines personnes nous rejoignent encore. J'espère que vous nous entendez bien. Et nous allons débuter à 9h03 afin de tenir le timing en ce début de journée. Il est 9h03, je vous propose de débuter. Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce live aujourd'hui afin d'évoquer un sujet qui est l'internalisation de paye. Donc, je suis Paul Romer, responsable du développement des logiciels SaaS chez Apogea et je suis accompagné de Gabriel Arnaud. Bonjour Gabriel. Bonjour Paul. Donc pour ma part, je suis donc Gabrielle Arnaud et je suis responsable côté métier de toute l'organisation des déploiements de paye pour nos clients. Merci Gabriel. Donc nous allons partir pour environ 40-45 minutes afin d'échanger et vous proposer les clés pour réussir votre internalisation de la paye. Très rapidement, avant d'aborder le sujet, nous souhaitions vous représenter qui nous sommes et pourquoi nous estimons avoir une certaine légitimité à vous parler d'internalisation de la paye. En effet, nous travaillons chez Apogea, une société du groupe Proxiteam, et nous sommes intégrateurs de logiciels. Apogea possède une société sœur Axido qui, elle, est beaucoup plus orientée infrastructure et réseau. La partie d'intégrateur de logiciels est donc portée par Apogea. Nous sommes présents à travers toute la France sur une quinzaine d'agences. Historiquement, notre métier est d'ailleurs très lié à la paye dans notre intégration de logiciels. Donc, nous avons plus de 400 collaborateurs, dont une grande partie travaille sur la paye avec plus de 4000 clients allant de la PME à l'ETI en passant par les associations ou un peu de services publics également. Cette position d'intégrateur nous permet de choisir nos partenaires et c'est très important pour nous parce que nous choisissons les meilleures solutions du marché ou en tout cas celles que nous estimons comme telles afin de pouvoir vous les proposer et d'accompagner les clients. Ça, c'est la couche produit. Donc, nous nous appuyons sur des partenaires que nous appelons éditeurs. Nous choisissons ces éditeurs et nous revendons leurs produits. Nous revendons leurs produits, évidemment, en appliquant une couche de notre savoir-faire et de notre méthodologie. Et c'est toute la pertinence de
cette présentation ce matin, en tout cas que nous espérons pertinente, qui est de se dire, en choisissant la meilleure solution, quelle qu'elle soit, et vous voyez ici un certain nombre de partenaires sur lesquels s'appuie le groupe Proxiteam, que ce soit Apogea ou Axido, sur lesquels nous allons apporter notre savoir-faire et notre méthodologie. Et c'est cette proposition de valeur que nous souhaitons évoquer avec vous ce matin pour vous dire comment nous déployons ou en tout cas comment nous percevons, puisque l'idée n'est pas d'aller dans une démonstration commerciale, mais de vous montrer comment nous déployons une expertise globale sur ces sujets du logiciel de gestion. Et quand je dis nous, c'est évidemment Apogea et le groupe Proxiteam, mais c'est tout intégrateur, toute personne que, en tant que vous, société, vous pouvez avoir besoin d'aide, de conseils, d'assistance, d'aide à la maîtrise d'ouvrage sur les différents logiciels. Ici, plus spécifiquement, évidemment, sur notre métier, un de nos métiers historiques, qui est le métier de la paye. Ça fait plus de 30-35 ans que chez Apogea, nous assistons des sociétés au quotidien euh, dans leur édition de bulletins de paye. Mais évidemment, l'édition des bulletins de paye passe par en amont la mise en place de logiciels de paye. Et c'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de parler de comment réussir son internalisation de la paye. Et c'est ce que nous allons mettre ici en exergue, grâce à la présence notamment de Gabriel. Gabriel, merci d'être encore avec nous, pour comment réussir à internaliser ce service au sein de votre société. Alors certains d'entre vous, aujourd'hui, ont peut-être leur paye de manière externalisée, portée par un cabinet comptable ou quelqu'un à l'extérieur. Peut-être que certains d'entre vous internalisent déjà leur service de paye aujourd'hui avec des ressources dédiées en interne, mais se posent la question de changer de logiciel, changer de manière de faire, changer d'accompagnement, changer de personne liée à des départs en retraite, à des mouvements au sein de votre société, tout simplement. Et donc, c'est ce que nous proposons d'aborder dès à présent. Gabriel, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu souhaitais éventuellement rajouter quelques informations sur notre proposition de valeur et qui nous sommes? Alors, Paul, oui, on va rajouter plein d'informations sur notre proposition de valeur, enfin en tout cas sur les propositions de valeur que vous êtes en droit d'attendre de votre partenaire quand vous réfléchissez à l'internalisation de votre paye. Donc, si l'on poursuit, Paul, on Exactement. va détailler voilà ces propositions de valeur et notamment réfléchir selon ce plan-là. Hein, qu'est-ce qui est préalable à la réflexion autour de l'internalisation de la paye, ce par quoi il faut commencer, comment on la réalise, et puis derrière, une fois que c'est fait, comment vit ma paye une fois qu'elle est internalisée. Donc, le premier pan, c'est de réfléchir au préalable. Qu'est-ce qui fait naître en général la réflexion d'internalisation? Pourquoi tout d'un coup je me pose la question d'internaliser? Si je veux internaliser, ça sous-entend effectivement que ma paye est externalisée, donc réalisée par un tiers. Alors, de ce qu'on voit des clients qui viennent vers nous pour internaliser leur paye, c'est souvent les mêmes points qui reviennent. Ma paye est externalisée, je manque d'autonomie, je ne suis pas réactif quand je veux faire des soldes de tout compte, je suis obligé de passer par mon cabinet, il n'est pas toujours disponible, etc. Ça, c'est un point crucial, c'est le manque d'autonomie et de réactivité. La dernière chose qui peut déclencher dans nos clients, chez nos clients, cette réflexion d'internalisation, c'est de dire, ben, avec mon expert, je maîtrise pas mes coûts, c'est très variable, beaucoup de prestations sont facturées en plus, les soldes de tout compte, la sortie des tableaux de bord, etc., etc. Donc, mes coûts sont variables. J'aimerais les maîtriser, donc j'envisage une réinternalisation. Et le troisième pan qui revient, mais tout le temps, c'est j'ai trop peu de retours sur les informations de ma paye. C'est-à-dire que je me bats pour avoir des états où j'en ai pas, où il me coûte très cher. J'arrive pas à piloter ma masse salariale. Voilà, c'est tout ce qui est autour de la remontée d'informations depuis la paye. La paye est faite, mais moi, je n'en tire pas d'enseignement parce que je n'ai pas de retour de mon cabinet sur ces informations-là. Donc voilà, ça c'est les trois choses qui reviennent le plus souvent et qui sont en général à l'origine de la réflexion d'internalisation. Ces Et facteurs, alors, une fois... Gabriel,
Je Oui, me permets de te dis-moi. couper, pardon, ne sont pas uniques. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque société, ça Non, peut être une combinaison de ces facteurs-là, bien ou sûr. des événements ponctuels tels que le départ d'un gestionnaire de paye, une restructuration, des difficultés, pardon, conjoncturelles qui poussent plus ou moins, l'une de ces problématiques. C'est ça, c'est exactement ça, une combinaison de ces facteurs. Et un jour, on se dit, et si j'internalisais ma paye? Et c'est là que démarre la réflexion. Euh, Paul, je te laisse passer, pardon, D'accord. Oui, au pardon, slide suivant. C'est là que l'on démarre notre réflexion. Euh, ouais, et donc, pour se dire, oui, vas-y, je t'en prie, pardon. ben non, 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 c'est ce que j'allais dire, c'est le fait de se poser la question des difficultés qu'on peut connaître au quotidien, c'est toujours facile de râler. En France, on est toujours champion du monde, mais on a la possibilité de se dire: «Quelle meilleure solution?» ou en tout cas, on peut, m'apporter l'internalisation avec ses avantages? Et qu'est-ce que tu peux nous dire éventuellement, Gabriel, sur les avantages de ce que peut offrir l'internalisation au regard de la réflexion et de l'origine de cette réflexion d'internaliser? Ben, mais on revient, enfin, c'est le pendant de ce qu'on a dit juste au hein. Quand on prend la décision d'internaliser, c'est pour reprendre la maîtrise de nos données, la maîtrise de nos process aussi, parce que on voit bien que quand la paye est externalisée, au bout d'un moment, la structure perd même de ses process, de son réglementaire, même de ses règles de paye. C'est-à-dire qu'il y a parfois plus personne en interne qui sait dire quelles sont les règles de paye appliquées. Et c'est le cabinet comptable qui finalement a la maîtrise de ces informations-là. Donc en réinternalisant, on est obligé de se reposer les questions et on est obligé de reprendre la maîtrise de toutes ces choses-là. Et bien sûr aussi la maîtrise des coûts parce que on a une meilleure visibilité sur ce que va nous coûter notre paye en réinternalisant. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui permettent, enfin qui font naître la réflexion et parfois basculer vers l'idée de réinternaliser sa paye. D'accord. De ce que je comprends, c'est-à-dire qu'effectivement et on n'est pas là nous, pour vous dire: «Il faut impérativement internaliser» puisque, si on fait cette analyse inconvénient-avantage, on peut se rendre compte que l'internalisation va également avoir certains inconvénients qui nécessitent d'avoir une ressource dédiée, qui nécessitent d'avoir certaines connaissances ou en tout cas un accompagnement, poussé. Là où aujourd'hui, si vous externalisez pour ne rien avoir à faire en paye et que vous êtes prêt à mettre le budget en face et que vous ne tenez pas à avoir une réactivité, l'externalisation peut avoir ses avantages. Donc de ce que l'on souhaite vous transmettre, c'est de se dire: c'est une réflexion à avoir de votre côté, en se disant: «Est-ce que je souhaite avoir la main mise rapidement sur la paye et la gérer à moindre coût?» L'internalisation semble, avoir ses avantages. De l'autre côté, si simplement vous souhaitez ne rien faire, l'externalisation a ses avantages. Donc, voilà, c'est Oui, à bien poser pour vous en interne, en fonction de votre stratégie RH, en fonction des ressources dont vous disposez. oui, et c'est très lié à la volumétrie de paye qui sont gérées en interne. C'est-à-dire que souvent pour 10 salariés, c'est trop d'investissement en temps, etc., pour rester au niveau d'avoir quelqu'un en interne. Et dans ce cas-là, souvent, il vaut mieux externaliser. Et puis quand on passe les 20, 30, 40, 50 salariés, là, on a des vrais besoins autour des tableaux de bord, des remontées d'informations, etc. Donc cette réflexion est quand même très liée aussi à la volumétrie gérée. Très clair. Merci Gabriel. Et donc, si on part de l'hypothèse que dans votre réflexion, à l'origine de certaines difficultés ou simplement de souhait de changer, que vous souhaitez ou en tout cas que vous vous posez la question d'internaliser, il va convenir à un moment donné pour nous, enfin selon nous en tout cas, que vous définissiez ce qu'on appelle, une macro de votre besoin. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, si vous vous dites, ben oui, tiens, si je lançais cette réflexion pour internaliser ma paye, quelles sont les premières questions à vous poser? C'est de définir quel est mon besoin en matière de paye. Donc, j'ai besoin d'une paye qui est capable de traiter telle volumétrie de salariés, telle convention collective.
Autour de cette paye, en fait, j'ai pas besoin que d'une paye, j'ai besoin d'avoir un portail pour la saisie de mes absences. J'ai besoin d'avoir, je sais pas, un BI pour sortir mes états égalité hommes-femmes. Voilà, de quel accompagnement ai-je besoin? On a peu de ressources en interne, peu de compétences, donc il nous faudra un accompagnement assez fort pour faire monter nos gestionnaires de paye en compétences. Par ailleurs, il faut se poser la question de quel type de paye technologique on souhaite. Est-ce qu'on veut une paye SaaS qui se met à jour automatiquement, installée sur nos serveurs, qui est accessible partout du bureau, de la maison, etc. Ou est-ce que, au contraire, on veut sécuriser ces données et qu'elles soient impérativement sur les serveurs de l'entreprise, auquel cas on va se tourner vers des payes on-premise. Quelle personne avec un S potentiellement vais-je dédier à ce projet-là en interne? Qui va traiter les payes en interne? Est-ce qu'il faut que j'embauche? Est-ce que j'ai quelqu'un déjà dans les effectifs qui peut le faire? Et puis après, quand est-ce que je voudrais que ce soit terminé? Là, nous sommes en juin. Eh bien, je pourrais me dire, ben voilà, moi, je pense que en 1er janvier 2026, c'est bien. Il faudrait que ma paye soit déployée. Et enfin, quel budget j'ai ou pas à affecter au projet, parce que évidemment, la question se posera à un moment. Et donc ça, c'est voilà la définition de votre macro-besoin. J'ai oublié un point, c'est le point des interfaces. Ma paye, elle va s'installer dans un système où il va y avoir besoin de communiquer avec les produits qui sont en amont d'elle et dont les interfaces vont se déverser dans la paye. C'est notamment les gestions des temps, par exemple, ou les gestions de projet ou des choses comme ça. Et puis, les interfaces dites aval, la paye va se déverser dans certaines applications, notamment la comptabilité, mais il peut y avoir autour de la paye des logiciels de RH, etc. Donc, voilà, bien définir ces besoins d'interface, en plus des autres besoins macro qu'on a évoqués, c'est-à-dire paye, les besoins périphériques, les interfaces, l'accompagnement, quel type de paye je veux technologiquement et qui je vais dédier à ce projet, quand est-ce que je veux démarrer, ce qui me permettra de, pour le coup, faire un rétro-planning pour savoir quand est-ce qu'il faut lancer les grandes manœuvres et quel budget j'ai à consacrer à ce projet-là. Voilà un peu Très clair. sur voilà, les premières choses qu'il faut se poser comme question avant même de contacter ou de un quelconque partenaire. Il faut avoir en tête à peu près ces lignes-là. Merci Gabriel, tu évoquais effectivement le choix clé du partenaire. Aujourd'hui, il existe 2 modèles. Certains éditeurs donc proposent le produit et peuvent vous le vendre en direct. Donc vous pourriez tout à fait, si vous souhaitez internaliser, vous rapprocher d'un éditeur, acheter directement le logiciel. Vous allez manquer, ou en tout cas manquer, cet éditeur ne va pas vous apporter tout l'accompagnement que nous évoquons ce matin et qui est l'expertise d'un intégrateur ou en tout cas de quelqu'un qui peut vous accompagner. Donc il y a selon nous quelques critères clés dans le choix de ce partenaire afin que ce macro besoin que vous ayez défini, quelqu'un soit capable de vous accompagner depuis la prise de la décision jusqu'à la mise en œuvre et le fonctionnement de la solution. Et c'est là où pour nous dans les critères clés de ce choix du partenaire, ce qui est important, c'est d'avoir, une approche conseil éclairée. C'est quelqu'un qui soit à votre écoute et qui vous oriente vers la bonne solution. Encore une fois, l'intégrateur, de par sa multicité de solutions, va pouvoir vous en proposer plusieurs et donc potentiellement celle qui vous convient le mieux. Certains éditeurs possèdent plusieurs solutions de paye, mais c'est pas toujours le cas. Donc plutôt que de vous enfermer, cette approche conseil peut aussi vous ouvrir des horizons vers des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Évidemment, la compétence de celui-ci avec une méthodologie éprouvée, des équipes dédiées, des ressources en nombre, vous permettent aussi de pallier à des absences, de pallier à des difficultés et d'avoir encore un horizon plus large de par une méthodologie qui va aller s'adapter en fonction que vous soyez un grand groupe, une petite société, une filiale étrangère, et s'adapter au mieux à vos besoins. Évidemment, Gabriel évoquait également le budget. On ne peut pas faire l'économie d'une approche financière cohérente. C'est le bon service au bon prix. Et pour le coup, hein, c'est quelque chose sur lequel il faut être en toute transparence dessus. C'est de se dire que oui, certains logiciels de paie coûtent beaucoup plus cher que d'autres.
Mais il y a des raisons pour cela. Peut-être que vous n'êtes pas la bonne cible et donc ne pas se tromper de cible, de logiciel en se disant: «Je vais, sur telle cible ou tel logiciel, mais ce n'est pas fait pour moi, je suis beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand». Ne pas être à l'étroit, ni dans un costume beaucoup trop grand pour soi. Et enfin, un des critères qui nous semble important, c'est tout de même la pérennité, que ce soit la pérennité de l'outil ou la pérennité de l'intégrateur. Effectivement, assez régulièrement et sur la paye qui est un sujet clé, c'est d'être à l'aise et d'être, confiant sur le fait que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, le logiciel sera toujours maintenu, toujours à jour et m'apportera toujours la meilleure solution à l'instant T. Je et idem pour l'intégrateur, c'est de se dire: «Il va pas me laisser tout seul au milieu du gué par, perte de compétences ou par perte, de personnes chez lui». Donc voilà quelques critères clés qui nous semblent vraiment, pertinentes et en tout cas très importantes pour vous faire accompagner de quelqu'un qui va vous aider à cette réflexion. Et quand je dis aider, c'est vraiment le mot aider sans partir. Là, on n'est vraiment pas dans une proposition, commerciale pour le moment, de se dire: «J'ai un besoin paye, qu'est-ce que vous pouvez m'aider?» En fonction du macro besoin, on va pouvoir échanger ensemble et essayer de vous accompagner dans le choix de l'outil. Ce choix de l'outil, il peut être aussi tout simplement, et Gabriel évoquait tout à l'heure, si vous avez une petite société de 10 salariés, c'est peut-être tout simplement de savoir vous dire: «Oui, vous pouvez tout à fait internaliser, mais attention, attention, il faut que quelqu'un chez vous passe un jour, une demi-journée à faire la paye tous les mois. Est-ce que vous en êtes conscient?» Et peut-être vous allez vous retourner vers l'externalisation. Bien réussir son internalisation de paye, c'est être au courant de tous les éléments de la réflexion. Dès lors que vous allez ou en tout cas dès lors que quelqu'un nous vient chercher ce conseil ou cet échange, a défini son macro besoin, on va nous, à travers des échanges transparents, à travers aussi des démonstrations produits, à travers des ateliers, des études de cas, à travers, évidemment, des questionnaires plus techniques et nous, dès le départ, on fait rentrer dans ces discussions des experts de la paye ou des experts produits dans la boucle, pour avoir une approche conseil et pour pouvoir être certain que dans le choix de l'outil, ce soit le bon outil pour la bonne personne. L'idée est impérativement de vous proposer ou de vous orienter vers l'outil idoine. Vous l'avez vu tout à l'heure, notre force est de pouvoir vous proposer plusieurs logiciels. Évidemment, notre intérêt n'est pas de vous proposer le logiciel le plus cher et celui qui nous rapportera le plus, mais de vous nous proposer celui qui va satisfaire le client. Celui qui va faire que, vous allez être un client heureux et satisfait. Et c'est ce à quoi nous travaillons et c'est ce à quoi, nous pensons qu'il est clé, que votre définition macro du besoin soit bien réalisée pour que nous la comprenions bien et que nous échangions à ce sujet-là. Et c'est ces échanges qui vont nous permettre derrière de cadrer encore mieux le produit. Je vais laisser dire comment nous arrivons à cadrer au mieux le produit et derrière et in fine arriver à une offre commerciale. Voilà, donc, on a dit, hein, la réflexion a été initiée par des besoins qui n'étaient pas couverts par l'externalisation. Donc derrière, on a défini notre macro besoin qui va nous permettre éventuellement, enfin, qui va nous permettre notamment de contacter un ou plusieurs prestataires en fonction des données définies avant. Et donc là, on est avec notre prestataire. Et il va falloir qu'on lui exprime de façon un peu plus détaillée le besoin, le plus souvent par une phase de cadrage qui peut être écrite. Hein. C'est mieux quand le cadrage est posé sur le papier. Et donc, dans ce cadrage, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va détailler le périmètre du projet. Voilà, j'ai 500 salariés sur 3 sociétés ou j'ai 20 salariés sur une seule. Enfin, voilà. Le périmètre un peu aussi du conventionnel. Donc, quelle convention collective, enfin, à quelle convention je suis rattaché, quelles sont mes règles de paye, quels sont mes usages, les spécificités de mon réglementaire, etc. Le périmètre, de quoi j'ai besoin. Donc, on parlait tout à l'heure de la paye, mais aussi de tout ce qui est autour des besoins administratifs ou du portail collaborateur ou RH, le cas échéant. Voilà, donc le besoin vraiment le besoin fonctionnel, l'accompagnement dont on a besoin
Mes gestionnaires sont déjà parfaitement autonomes sur souvent c'est Silae, donc si je veux acheter une paye Silae, ben ça je vais le verbaliser en disant ben, mes gestionnaires sont parfaitement autonomes. Mes gestionnaires ont besoin de monter en compétences, elles ne maîtrisent pas parfaitement le réglementaire et en plus elles ne maîtrisent pas l'outil, donc j'ai vraiment besoin d'accompagnement. Et puis derrière, on va écrire précisément les besoins d'interface. Voilà, en amont de ma paye, j'ai une gestion des temps qui va se déverser soit par fichier Excel, soit par API, soit par ressaisie, ça c'est plus rare. En aval, j'ai une comptabilité, je sais pas quoi, qui avec telle contrainte, et puis j'ai une RH, et puis j'ai un BI, etc. Voilà, on va bien définir nos interfaces, le sens, le type d'interface, donc je vous dis API, Excel, etc. Et voilà, et sur de cadrage un peu plus abouti, eh bien, et puis les échanges et les démos qu'on aura vues, etc. Là, le commerce va pouvoir reprendre la main pour vous faire une offre commerciale en détaillant ben, l'outil choisi, les prestations proposées, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape. Là, on est encore en amont. On cadre bien notre besoin pour avoir une proposition commerciale, un outil et un accompagnement adapté. Exactement, et c'est ce cadrage qui nous permet d'avoir l'offre commerciale la plus pertinente possible, puisque afin de cadrer votre projet, afin de cadrer notre proposition commerciale, il faut que votre projet soit le mieux cadré, afin que celle-ci corresponde et qu'en termes de budget, à votre besoin et de se dire: «Bah, ça c'est inclus, ça ce n'est pas inclus», et c'est pour ça que toute proposition commerciale est pour nous, doit être la plus claire possible et intégrer éventuellement des documents annexes. Alors encore une fois, on va pas aller, produire une dizaine de documents annexes pour une proposition assez simple. Gabriel évoquait le sujet d'une société 20 salariés, on va pas aller mettre 10 annexes, mais il nous semble très important quand même que ceci soit cadré le plus clairement possible pour que de votre côté, il n'y ait aucune surprise et au-delà de votre côté, il y ait une confiance dans ce que vous pouvez signer et de se dire: «OK, je serai accompagné sur la mise en place de A à Z», ou en tout cas, si ce n'est pas de A à Z, que ce soit écrit de A à V, puis ça, c'est moi qui vais faire tout seul, et que derrière, vous soyez rassurés sur le fait qu'on va couvrir ce que vous souhaitez qu'on couvre et que ce soit très clairement défini sur ce que vous allez faire, sur ce que nous allons faire. À partir de là, cette proposition est signée et derrière, vous n'avez plus qu'à lancer le projet avec votre interlocuteur en partant sur une phase de déploiement qui là, on rentre vraiment dans le métier et dans du dans du métier pur, donc dans un déploiement. Alors attendez, parce que là, je suis allé beaucoup trop vite. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Non, c'était bon. Gabriel, je te laisse nous réexpliquer comment le projet est lancé et comment on avance enfin concrètement sur la nouvelle solution que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc, la proposition commerciale est signée. On a défini dans celle-ci un macro-planning. Donc, à un moment, on va lancer les travaux. Et la première partie, la phase de lancement, hein, va notamment comprendre la constitution des équipes. Alors, chez vous, bien sûr, c'est-à-dire que qui va être un peu le chef de projet en interne. Alors là aussi, tout dépend de la volumétrie. Si vous avez 20 pays, c'est pas la même chose que si vous en avez 1500. Il en reste pas moins que bien savoir qui seront les interlocuteurs, c'est indispensable. Il faut qu'ils soient bien définis chez vous. Donc, le chef de projet, les gestionnaires de paye qui seront affectés au projet, etc., etc. Et puis chez le partenaire aussi, parce qu'en fait, il y a le même travail chez le partenaire. Quand une proposition commerciale arrive signée chez nous, on se dit, ben voilà, qui on va dédier chez nous comme chef de projet, comme consultant. C'est un dossier BTP, ben tiens, tel consultant connaît bien le BTP, ou c'est un projet, etc. Donc des deux côtés, on définit les équipes, et il faut que les équipes se rencontrent, en général au moment de la réunion de lancement, où chacun va dire, ben voilà, moi, mon chef de projet est un tel, il pourra discuter avec tel chef de projet de l'autre côté, en cas de difficulté, etc. Donc ça, c'est la première phase et c'est très important, c'est la constitution des équipes. Donc,
qui se rencontrent généralement autour de la réunion de l'OSM. Et là, on va acter les choix qu'on a faits, hein, et les échéances en disant, ben voilà, tel moment on va faire ça, tel moment, et qui va faire quoi. Voilà, on le redit, on le reprécise lors de cette réunion de lancement. Et puis derrière, tout de suite, on a fait nos équipes, on va se poser la question de d'écrire cette fois de façon extrêmement précise les besoins. C'est la rédaction du livre blanc, c'est la phase d'analyse. Et là, on va rentrer dans le détail on a besoin dans l'outil, de notre réglementaire de paye, de nos usages précis, de la façon Germain m'a dit, le 13e mois, la prime de vacances, des indemnités, de la valeur des tickets restaurants. On va rentrer dans tous les détails et il faut que ce soit écrit parce que c'est sur cette base-là que votre partenaire va pouvoir réaliser votre paramétrage. Vous n'aurez jamais un bon paramétrage si vous ne faites pas accompagné de votre partenaire une bonne analyse de vos besoins. Si vous ne détaillez pas exactement ce que vous voulez obtenir comme prime de 13e mois, il ne s'agit pas de dire, bah, tiens, j'ai un 13e mois. Il s'agit de dire, bah, tiens, j'ai un 13e mois qui est payé en décembre, qui est valable pour toutes les populations qui se proratisent en fonction du temps passé. Et dans le temps passé, on comprend, enfin, dans les absences, on enlève les absences non analysées de maladies, etc. Il faut aller très loin dans le détail. Quels sont les seuils, les paliers, etc. Et on va écrire ça pour tout le réglementaire de paye, mais on va aussi préciser ça pour les interfaces. De ma gestion des temps, voilà ce que je veux qui soit repris dans ma paye, le nombre de tickets restaurants, les heures supplémentaires à 25, etc., etc. Mon interface comptable, voici les comptes, voici les comptes analytiques, les comptes auxiliaires, le cas échéant. Voilà, il faut descendre très précisément. Alors, c'est pas à vous de savoir exactement ce qu'il faut dire. C'est votre partenaire qui va vous fournir des supports pour écrire précisément votre besoin. C'est ce qu'on appelle chez nous les dossiers d'analyse. Ça peut prendre d'autres noms. Et puis aussi, on va se poser la question de la reprise des données. C'est essentiel. Voilà, je démarre une paye, peu importe à quelle période. Qu'est-ce que je vais reprendre? D'abord, sur quelle période? Je vais reprendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, je veux que dans mes fiches de personnel, on reprenne bien telle information qui est propre à ma structure, mais j'en ai absolument besoin, etc. Périmètre, la profondeur, voilà, on dit bien ce dont on a besoin comme reprise de données, on n'oublie rien. Et puis aussi, on définit les droits des utilisateurs. J'ai 5 gestionnaires de paye, telle personne peut voir telle structure, celle-ci ne peut que consulter, etc., etc. Voilà, donc là, on a besoin très précis. Plus vous serez précis, plus votre paramétrage sera abouti et fiable et contrôlable entre guillemets, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des vrais échanges avec votre partenaire en disant, ben voilà, sur le 13e mois, on avait dit que les proratisées, or là, on constate qu'elle ne proratise pas le 13e mois, est-ce qu'on peut faire évoluer ça, etc. Ça nous permettra d'aller vers une recette. On ne peut pas recéter quelque chose pour lequel le besoin n'est pas précisément écrit. Voilà ce que je peux dire sur cette première phase d'écriture précise des besoins. Très clair, Gabriel. Donc, en fait, on continue à cadrer encore, hein, et je pense qu'on a utilisé ce terme assez régulièrement, en allant encore plus précisément. Et ce que je comprends, l'importance de la communication et de la disponibilité de part et d'autre, tant du côté du client que du côté du partenaire, afin que toutes les informations puissent transiter rapidement, efficacement et éviter les oublis qui pourraient être par la suite préjudiciables. Absolument. Si on continue donc Alors, le projet, oui, une fois que vous avez fini ce cadrage, Gabriel, qu'est-ce que vous proposez aux clients? Alors, sur la base du cadrage, après, on part effectivement dans un déroulé parce que tout, entre guillemets, s'enchaîne. La première phase, c'est toujours une phase de paramétrage. Sur la base du dossier d'analyse, le partenaire va pouvoir adapter le logiciel pour y répondre parfaitement à vos besoins. Donc, paramétrage. Alors, paramétrage d'abord de l'environnement technique. Hein, on vous met en place la solution techniquement pour que vous y ayez accès
en respectant les droits qui ont été définis, donc paramétrage du plan de paye en inscrivant toutes vos primes, toutes vos particularités, vos provisions, vos heures travaillées, etc. Voilà, on adapte tout à vos besoins. On fait la reprise des données sur la profondeur et le périmètre qui a été défini. Et donc ça, c'est vraiment la première phase. Et là, généralement, le prestataire lui-même réalise des tests pour vérifier qu'on est en adéquation avec ce que le client a demandé. La phase d'après, souvent, c'est la formation des utilisateurs sur une formation assez théorique de comment fonctionne l'outil. Donc là, on vous montre, ben voilà, pour saisir des éléments variables, pour éditer un bulletin, pour calculer pour sortir une DSN. Donc une partie formation théorique à l'outil. Derrière cette formation théorique, elle est toujours suivie de formation pratique parce que ça suffit pas une formation théorique. Hein, on a vu le principe, mais maintenant, comment je traite ce cas particulier de salarié qui est en maladie et puis en fait il passe en AT et puis etc. Donc et c'est ce qu'on appelle la phase de paye en double. Il faut bien avoir réfléchi avant sur le périmètre de phase de paye en double que l'on veut faire. Est-ce que je veux, par exemple, pendant 3 mois, refaire toutes mes payes en double pour vérifier que ça fonctionne bien? Alors ça, c'est assez lourd. Ou je peux faire de l'échantillonnage sur 2 mois, dire, ben, tiens, je vais faire 20 salariés je vais reproduire leur bulletin d'octobre pour vérifier que c'est bon, puis 30 sur novembre, etc. Voilà. Et ça vous permet de vous former sur des cas extrêmement concrets. Donc, c'est une phase qui est très importante. Donc, on définit bien le nombre de mois sur lequel on veut faire et la population. Est-ce que je fais tout ma paye en double ou juste de l'échantillonnage sur les cas particuliers? Et puis, toujours en cours de projet, il faut bien penser à tester les interfaces. Hein. C'est très important. Parfois, on oublie complètement de tester l'écriture comptable. Et puis, quand on fait leur première paye en réel, les services comptables vous tombent dessus parce que on leur a pas fourni les données en temps voulu, que ça rentre pas dans la comptabilité, etc. Donc, il faut bien, en phase de maquette du projet, tester les interfaces amont et aval. Et tout ça, voilà, tous ces tests, tous ces éléments vont nous permettre d'aller vers une validation de la recette, de dire, ben oui, tiens, ça correspond bien à mon besoin, ça correspond bien à mon besoin, etc., jusqu'à valider la recette du projet. Voilà. Derrière, j'ai fait mes payes en double et à un moment, je vais me lancer dans ma première paye en réel. Et là, c'est souvent confortable pour les clients d'avoir, eux, la maîtrise de la première paye, mais un accompagnement du prestataire qui va venir la veille des virements s'assurer qu'avec vous, que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de stress particulier, que les virements vont partir dans les temps, etc., puis voilà, qu'il n'y a pas d'erreur dans la paye. Et ça, cet accompagnement, le prestataire, il peut le faire aussi pour la première DSN. Faire sa première DSN, c'est parfois un peu lourd, un peu stressant. Eh bien, le partenaire vous accompagne pour cette première. Donc, ça peut être une demi-journée, ça dépend de votre volumétrie, jusqu'à 2 jours en fonction des volumétries, quoi. Parfois, sur les très gros clients, si vous avez plus de 1000 ou 800 payes, vous aimez bien avoir aussi un peu d'accompagnement sur peut-être qu'une journée, hein, mais sur la deuxième et sur la troisième paye, pour vous rassurer, pour affiner la formation des équipes, etc. C'est à définir avec votre prestataire. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on est formé, la paye est fonctionnelle. Souvent, on va s'atteler à déployer les outils complémentaires qui peuvent être le BI, certains modules RH, voilà, enfin, les coffres-forts, etc., etc. Ça peut être fait parallèlement et plutôt que ça, mais souvent, c'est fait en queue de projet. Voilà, tout ce qui est annexe. Et puis là, vous avez réalisé 2 ou 3 payes en réel, vous avez validé votre recette, et bien vous êtes opérationnel, votre paye est fonctionnelle et vous pouvez vous lancer dans cette phase plus continue de vie de votre paye en interne. Gabriel, cette méthodologie qui est assez complète, on est d'accord qu'elle s'adapte en fonction des besoins du client, en fonction de la taille du client. Tu évoquais 800 000 payes. Effectivement, le projet ne sera pas le même sur des sociétés avec un tel volume que des sociétés de 20, 30 salariés qui peuvent avoir un besoin éventuel.
La trame reste à peu près la même, mais on sait C'est ça, la s'adapter trame reste la évidemment. même. La trame reste la même, mais les phases sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que là où pour des très grosses structures, on va pouvoir mettre 2, 4, 6, 8 jours de paye en double, parfois plus. Pour une petite structure, on va parfois mettre une demi-journée. Donc, mais les phases restent toujours celles-ci. Voilà. D'accord. L'important, c'est donc l'adaptabilité en tout cas du prestataire, du partenaire, de l'intégrateur, on peut l'appeler comme on le souhaite, vis-à-vis de vos besoins et on retourne là, si on fait le cercle, au cadrage initial qui est de se dire en fonction de vos besoins, de ce macro besoin que vous avez exprimé, de ce périmètre qui a été revu ensemble et de la proposition commerciale qui a été faite, de vous accompagner pour que le lancement du projet en production se passe le mieux possible pour vous. Et une fois qu'on s'est dit ça, on arrive en fait sur un go live, un fonctionnel, quelque chose où où vous sortez enfin tout seul vos propres payes, ce qui nous pose la question du après et de la vie tout au long du contrat. Nous, ce qui nous semble important est de se dire que oui, vous êtes autonome, vous avez réussi à internaliser la paye avec succès, heu, mais vous n'êtes en tout cas pour nous, il ne faut pas que vous soyez pour autant, lâchés seuls dans la nature et c'est pour ça que nous, on préconise des points d'étape à 3 mois. Alors Gabriel évoquait même, ses assistances pendant 1, 2, 3 mois, des points d'étape à 6 mois, de s'assurer que le projet ne redéraille pas derrière. Parce que, vous pourriez avoir, des nouveaux utilisateurs qui arrivent. Est-ce qu'ils sont toujours bien formés? Vous pourriez avoir, des gens qui ont besoin de monter en compétences, comment on les assiste? Vous pouvez avoir des nouvelles populations qui arrivent, voilà. C'est important pour nous de se dire: «Vous êtes toujours dans les rails». Au-delà de ça, heu, il est important également et en tout cas, c'est quelque chose que nous, on valorise toujours chez Apogea, d'avoir une assistance tout au long de ce contrat. Que vous ne soyez pas seul face à l'outil. Certains outils proposent, de l'aide en ligne, toujours, même, aujourd'hui, la majorité des produits, mais on sait et on sent et on voit bien l'attachement qu'il y a, de la part des clients à avoir de l'humain derrière, à se dire: «J'ai tel numéro de téléphone que je peux appeler, je peux toujours aller soumettre des tickets» et avoir cette assistance-là dans l'utilisation au quotidien ou d'ailleurs dans les évolutions réglementaires et les évolutions de paramétrage à venir. Si vous vous développez, c'est tout ce qu'on souhaite toujours nous à nos clients, de se dire: «J'ai racheté une société, comment je l'intègre?» D'avoir cette possibilité d'aller, chercher son partenaire pour être assisté là-dessus. Également effectuer des points annuels récurrents. Gabriel évoquait tout à l'heure, dans les avantages de l'internalisation, c'est d'avoir la main et de savoir où on est né dans son plan de paye. Voilà, mais tous les ans pardon, de faire un point afin de s'assurer que tout fonctionne, qu'on est satisfait de cet accompagnement que peut proposer l'intégrateur sur le logiciel de paye, mais également sur le SI, donc le système d'information dans sa globalité, ou sur le métier paye au global via des webinaires, des actualités légisociales. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, chez Apogea, nous sommes toujours vigilants de se dire que notre service ne s'arrête pas au moment de du PV de mise en production. Donc voilà, avoir ce support à l'utilisation du logiciel. Qui nous amène tout simplement vers une conclusion de notre, de notre échange et de se dire que Gabriel a pu nous présenter et nous partager une méthodologie adaptable et pertinente et ce, quelle que soit la taille de votre projet, quelle que soit la société, quelles que soient les raisons qui vous amènent à internaliser et qu'il nous semble, qu'on a relevé au moins 3 atouts clés pour un projet réussi que Gabriel, je veux bien que tu nous résumes éventuellement très rapidement, s'il te plaît. Alors là, je parle vraiment d'expérience sur des projets significatifs, hein. Bon, sur les micro-projets, c'est peut-être moins fort, mais gros projet, l'atout principal, c'est le choix du responsable du projet que vous allez désigner en interne. Ça change tout entre une mise en place difficile et moyennement satisfaisante et une mise en place formidable qui va se passer dans les meilleures conditions et qui va avoir une grande valeur ajoutée. Si vous faites le choix de quelqu'un de compétent, ouvert, qui va pouvoir gérer les réticences qu'il y a en interne chez vous, parce que quand on change d'outil, il y a toujours des personnes qui vont être réticentes, qui vont avoir du mal à s'y faire, etc. Si vous avez une personne en interne qui va pallier ces difficultés-là et limiter les réticences, pouvoir prendre des décisions
il y a souvent des décisions à prendre avant sur telle règle de paye. L'outil, le nouvel outil vous propose de fonctionner un peu différemment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'ancienne méthode? Est-ce qu'on adopte une nouvelle méthode? Si vous avez quelqu'un en interne qui va trancher ça de façon éclairée, c'est vraiment un gros atout. Donc pour moi, le responsable du projet chez vous est un élément très important. Et puis après, bien sûr, il faut avoir le bon outil, c'est-à-dire celui qui est adapté à votre besoin et à votre volumétrie, à vos particularités. Et puis bien sûr, un partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer. On ne démarre pas une paye tout seul avec un mauvais partenaire, ça se passe pas du tout bien. Il faut le bon intégrateur et le bon accompagnement, ni trop ni trop peu. Voilà de quoi j'ai besoin et on en revient à l'écriture de votre cadrage du début. C'est ça qui va permettre de réussir votre projet d'internalisation. Merci Gabriel, merci pour ce retour. J'espère que nous avons été clairs, pardon, en vous apportant des points clés de comment réussir son internalisation de paye et non pas internationalisation, pardon. Donc, l'idée pour nous est de se dire que c'est quelque chose et de vous redire que c'est quelque chose qui se passe bien. Évidemment, c'est notre métier et c'est des choses que nous, on fait au quotidien, mais le message à vous faire passer est de se dire que c'est quelque chose qui doit correctement se passer, qui se passe très majoritairement bien et que pour être certain à 100 que ça se passe bien, si vous prenez quelques éléments clés partagés aujourd'hui par Gabriel, nous sommes certains de votre réussite. Il nous reste à répondre éventuellement à des interrogations si vous souhaitiez les partager dès à présent. Sinon, bien sûr, nous restons à votre écoute et à votre disponibilité pour y répondre dans le futur. Vous allez, je crois, avoir un point, également un bouton de prise de contact qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur des questions liées à la méthodologie ou des questions liées à vos difficultés actuelles, ou tout simplement pour essayer de créer votre propre macro besoin sur le sujet. Il me reste à remercier Gabriel d'avoir partagé son savoir-faire, sa compétence et son temps avec nous ce matin, et de vous souhaiter à tous une excellente journée. Très bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir.